Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce mercredi. Allons tout de suite en kiosque avec le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une décès de Maître Swop. Forte pression sur l'hôpital central de Yaoundé. C'est la première fois que l'établissement hospitalier va se retrouver au centre des pressantes sollicitations par de nombreuses institutions pour la manifestation d'une vérité très attendue et qui promet d'être aussi très dure à avaler. Le journal parle aussi de la crise anglophone après le SDF, le RDPC, le domicile du responsable du RDPC, la section FACO 3 vient d'être incendiée par des individus non identifiés dans la nuit du 20 au 21 janvier 2020 près de Boya. Le journal parle aussi de psychose à l'école. Depuis le drame du lycée de Nkolbisson, les administrations dans les lycées et collèges ont pris des mesures préventives. De même que le journal évoque les faux médicaments avec l'ampleur des dégâts, les proportions de ce fléau qui donne des sueurs froides aux dirigeants africains. Et voilà donc pour ce qui est du quotidien La Nouvelle Expression. Le quotidien Le Messager met en sa une scolarisation, les pages noires du livre unique. Ça a lui accéléré il y a 2 ans. L'accessibilité à moindre coût du manuel scolaire. Surtout l'étendue du territoire national reste une véritable gageure et que le journal parle aussi de gouvernance. Maître Emmanuel Simselache, le 3e vice-président du MRC, estime que la diaspora est acquise à 90%. À Maurice Kamto et justement à propos, le journal d'indiquer que selon Maître Sim, sur la mort de son confrère, pour une fois le gouvernement est de bonne foi, le ministre de la Santé a ordonné une enquête administrative. Je pense que c'est à lui de faire la pression sur les personnes en charge de cette enquête pour aboutir rapidement aux résultats, aux conclusions que le peuple camerounais attend, indique le journal. Voilà donc pour ce qui est du quotidien Le Messager qui parle aussi de la Coupe du Monde 2022 avec le résultat des tirages. Le Cameroun avec la Côte d'Ivoire, la Confédération africaine qui a effectué dans ce tirage. Et effectivement, le Cameroun est dans la poule du Cameroun, Côte d'Ivoire, Mozambique et Malawi, ce qui est une sorte de remake des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006 où le Cameroun avait donc manqué ce rendez-vous face à la Côte d'Ivoire. Le journal L'Œil du Sahel parle de réforme vers la création d'une agence de régulation des postes et télécommunications, de même que le journal évoque les financements publics des campagnes qu'ont fait les partis politiques nordistes avec près de 2 milliards de francs CFA encaissés en 17 ans. C'est la principale question que pose le journal L'Œil du Sahel. Allons avec le journal le quotidien Mutation qui met en sa une décembre 2019, janvier 2020, le nouvel an de Boko Haram. Le journal fait ainsi le bilan des attaques avec la résurgence de Boko Haram à l'extrême nord. Le journal Le Jour parle de fiscalité, la colère des grands patrons. Le président du groupement interpatronal du Cameroun déplore l'état détérioré des relations entre le directeur général des impôts et le secteur privé, avec un risque d'affaiblir les entreprises, les investissements, l'économie et l'emploi. De même que le journal parle de transactions, l'affaire des pièces de monnaie, les pièces de monnaie qui restent toujours attendues en circulation depuis l'annonce de l'ABEAC. Le journal parle aussi de Makinéné, 6 mois sans eau courante, pourtant les factures continuent d'arriver. Le quotidien Cameroun Tribune met en sa une accélération de la décentralisation, place à la pratique, la mise en œuvre de la loi promulguée le 24 décembre dernier et les modalités de financement ont été expliquées aux membres du Conseil national de la décentralisation au cours d'une réunion avec le Premier ministre, chef du gouvernement. Et puis le journal Le Soir parle d'opération épervier. Voici la liste des 68 fonctionnaires fraudeurs. Cette liste des fraudeurs, fonctionnaires et contractuels bénéficient des faux rappels sur solde ou sur pension, encore appelés au MINFI. État des sommes dues est publié et circule sur les réseaux sociaux. Le journal Le Quotidien L'Économie parle de relations JICAM, Direction Générale des Impôts. Célestin Tawamba saisit le chef de l'État et présente les principales récriminations du patronat à la Direction Générale des Impôts. On évoque un cadre de concertation publique-privée qui fonctionne plutôt bien. Voilà pour ce qui est donc de l'essentiel. La revue de presse en raccourci des journaux parus ce matin. Place avec nos invités du mercredi, évidemment, le mercredi de Casimir Désiré Tagne et Idriss Lissomi sont déjà en plateau. Casimir Désiré Tagne, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du jeune enquêteur devenu un peu vieux. Oui, Jean-Paul, il faut dire désormais c'est le mercredi d'un trio, Jean-Paul, Idriss et Casimir. Et je sais que vous aimez bien l'actualité qui nous intéresse. Je voudrais entrer par là pour annoncer le compte à rebours
de la campagne électorale qui s'annonce dans exactement 3 jours, il va falloir que, tic-tac, tic-tac. va falloir que les électeurs aillent choisir qui les conseillers municipaux et même les maires et des députés. Mais il était nécessaire que les maires sortants au moins dressent leur bilan. Mais ils ne le font pas. Ça se fait rarement. Ça se fait rarement. Jamais et vu là, ça. je voudrais tirer un coup de chapeau à un maire qui a sacrifié à cet exercice. C'est le maire de Douala 3e, Job Théophile Kopna, qui a réuni toute la presse de Douala pour annoncer son bilan, pour dresser son bilan. Et plus important, il a fait il a sorti un magazine spécial dans lequel on retrouve l'entièreté de son bilan. Et je crois que c'est un exemple que les autres devraient suivre. Parce qu'il faudrait qu'en allant aux élections, qu'on aille en sachant exactement qui a fait quoi et qui peut faire quoi. Et j'annonce que dans ce magazine publié par le maire de Douala 3e, c'est un maire SDF, dans ce magazine, il donne déjà les perspectives de qu'est-ce qu'il va faire de son prochain mandat. S'il est élu. Absolument. Idriss Lissom, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Bonjour Jean-Paul, bonjour à Casimir. Pour rester... La chambre publique, ça va? À 3 jours du lancement de la campagne électorale. Justement, la chambre publique à Ezeka et dans l'Union Ekele est présente un thermomètre à 47 degrés. Ça grimpe véritablement. Ça grimpe parce qu'il y a 8 lettres qui vont arriver ce matin sur la table du Premier ministre, sur la table du ministre de l'administration territoriale, sur la table du gouverneur du centre, sur la table du préfet d'Union Ekele, sur la table du sous-préfet des ECA. Parce que, je vous assure Jean-Paul, 2325 électeurs fictifs, où selon la Chambre publique, avec des éléments qu'elle a, démontrent que les proviseurs de certains lycées dans cet arrondissement sont complices et vont utiliser comme bétail électoral certains élèves. Alors, l'alerte est au rouge et les parents sont invités à bien garder les enfants le 9, que ces enfants ne soient pas utilisés comme des bétail électoral. C'est très grave si cette information s'avère vraie, mais la Chambre publique fait son travail. Est tombée sur ce courrier et elle scrute l'horizon et on interpelle véritablement les électeurs à ne plus jouer en 2020 ce type de sale exercice. Surtout à des candidats qui, au lieu de présenter leur bilan ou bien de présenter leurs perspectives et de démontrer qui ils sont, vont plutôt élaborer des stratégies pour tricher. Et se maintenir. En 2020, on n'est plus quand même, on devrait plus être à ce type de manière de faire. Donc, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui sont les fans de la revue des Grandes Unes. Il y en a à Boum-Yébel, principalement dans l'arrondissement de Ngoma Poubi. Je salue celui qu'on appelle Betel, qui est un chef de file des téléspectateurs de ce côté de Ngoma Poubi et Carrefour le plus célèbre, Boum-Yébel. Merci Idriss Lissom. Allons tout de suite avec le premier sujet. Casimir Désiré Tagnin, le quotidien, le jour qui a mis en sa une, la colère des grands patrons. Le président du JICAM qui a saisi le président de la République pour présenter l'état quelque plus ou moins exécrable des relations entre la Direction générale des impôts et les entreprises camerounaises et le président du JICAM qui évoque un risque d'affaiblissement des entreprises avec des risques sur l'emploi et l'économie. Je crois que si le président du JICAM, Célestin Tawamba, a opté pour cette option-là, écrire au président de la République sous forme d'une lettre ouverte, c'est que la situation est suffisamment catastrophique. La situation est même très médiocre et c'est une sonnette d'alarme que le président du JICAM a voulu tirer là pour que toutes les conséquences soient prises. Et dans sa lettre, on a vu que pratiquement à la chute, il demande de démettre le directeur général du DGI, des impôts, de ses fonctions. C'est vrai, peut-être ce n'est pas exactement la situation, mais sur le terrain, les faits sont suffisamment graves. Allez demander tout simplement une patente en début d'exercice, alors que vous avez payé tous les droits, tous les frais. Vous payez en janvier, c'est vers juin, juillet que vous aurez une copie de votre patente. Et à ce moment-là, à quoi cela vous servirait? Demandez une attestation de non-redevance aux impôts. Vous allez voir que les impôts vont traîner les pas pour vous délivrer ce petit document-là qui peut vous ouvrir des portes pour des affaires.
les impôts, et Célestin Tawamba l'a dit dans sa lettre, font des redressements à tête chercheuse, des redressements qui ressemblent beaucoup plus à des opérations, à des règlements de compte, exactement, à des règlements de compte. Et c'est pratiquement de cela qu'il s'agit. Alors, Célestin Tawamba a dit qu'il ne va plus croiser les bras. Il a décidé de saisir le chef de l'État. Et là, ce qui nous intrigue un tout petit peu, c'est que la plus haute autorité des affaires au Cameroun, si au moins elle, cette autorité-là, ne peut pas rencontrer le chef de l'État et se trouve en train de le saisir par courrier, qui est-ce que le chef de l'État camerounais rencontre alors? Qui est-ce qui est très important au président du MEDEF? Et je vais vous dire, justement, en parlant du président du MEDEF, vous parlez là de Roussin, du MEDEF, le Roussin, justement, c'est de lui qu'il s'agit. Lorsqu'il est au Cameroun, immédiatement, il se fait recevoir par le chef de l'État camerounais. Alors que le président du JICAM camerounais, du JICAM au Cameroun, n'arrive pas, lui, à rencontrer le chef de l'État pour poser les problèmes des entreprises camerounaises. Et il prend le prétexte, lui, Célestin Tawamba, sur le dernier discours du chef de l'État le 31 décembre 2019, où le chef de l'État parlait de la reprise des mesures qu'il faut faire pour la reprise du secteur de l'économie. Malheureusement, il y a ses collaborateurs qui ne prennent pas qui n'emboîtent pas le pas, et c'est là où on en est, et c'est pour cela qu'il a écrit, et moi je crois qu'il a complètement raison d'écrire, à défaut de rencontrer le chef d'État physiquement. Idriss Lissom, est-ce que quelque peu, on ne se retrouve pas finalement dans une sorte de contradiction? L'État a besoin de ressources, on parle d'élargissement de l'assiette fiscale, beaucoup d'autres secteurs sont désormais taxés. Est-ce que ce n'est pas cette pression fiscale où on attend des résultats, des impôts, plus de recettes qui poussent un peu l'administration des impôts peut-être à en faire un peu trop? Mais Jean-Paul Chouignat, ce qu'on vit aux impôts et ce qu'on vit par ailleurs. Vous savez, nous sommes dans un pays où, lorsque on veut faire soit un recouvrement ou lorsqu'on veut amener les gens à payer les impôts, je sais pas, les pensions et tout le reste, il faut toujours procéder souvent par les méthodes fortes. Très souvent même, on tue la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire que si vous fermez une entreprise, alors que c'est une entreprise qui produit de la recette. Voilà, comment est-ce que vous aurez à recouvrir? Parce que chez nous, c'est ça qui est la question. Que ce soit, vous avez des quittances d'eau. Vous avez peut-être les aérés, vous n'avez pas reçu les factures. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient vous enlever le compteur. Et on ne trouve pas de mécanisme pour vous faire payer. Et on arrête tout et on pense que vous allez venir. Donc, on a des méthodes barbares. Alors, pour dire que les impôts ici, dans cette affaire, lorsqu'on lit le journal L'économie ce matin, l'économie est allée vers une source de la direction générale des impôts. Parce que tout le monde est bien au courant de la lettre du président du JICAM. Alors, mais on est surpris que lorsque le chef de l'État va très souvent en mission, dernièrement l'État en Turquie, je ne sais pas où, va souvent en Chine, très souvent dans la délégation, mais le président du JICAM. Je ne sais pas si à ce moment-là, le président du JICAM est intéressant. Alors, lorsqu'il y a les problématiques sérieuses des entreprises, le chef de l'État ne peut pas recevoir le président du JICAM. Alors, ça, c'est quand même quelque chose d'incompréhensible. Mais en fait, le chef de l'État ne devrait pas être une entité à part. Le chef de l'État, on sait que c'est quelqu'un qui est proche des citoyens. Le chef de l'État est quelqu'un qui devrait même venir au JICAM pour parler aux patrons, pour leur dire sa vision et qu'est-ce qu'ils attendent. C'est de ça qu'il est question. Le chef de l'État, c'est quelqu'un qui devait venir à l'école. Surtout que l'emploi des jeunes y en dépend. Oui, donc pour dire que le chef de l'État n'est pas une entité à part. Bon, mais chez nous, on a créé le chef de l'État comme quelqu'un qui est dans un autre monde et inaccessible. Inaccessible. Même les patrons, ceux-là qui créent la richesse, ceux-là qui sont supposés créer des emplois. Et lui serre la main, au moins l'occasion de vœux. Alors, on n'est pas de serrer la main. Alors, le directeur, la direction générale des impôts dit, on a créé un cadre partenariat public-privé. La direction générale des impôts dit que les mesures fiscales de 2020, ils l'ont présenté dans ce cadre en septembre avec le JICAM. Donc, ils sont surpris qu'en janvier, le JICAM dise que les choses ne vont pas bien. Et la direction générale du JICAM dit, lorsqu'on lit l'économie ce matin, que la lettre du JICAM est plus politique que technique. Alors, mais j'ai dit justement au directeur général des impôts que justement, mais le JICAM peut faire aussi une lettre politique. Parce que c'est de ça qu'il est question. Si la politique
du chef de l'État actuellement est une politique qui doit pousser les investisseurs à perdre de l'argent. Ça devient la politique, quand on parle de la politique économique, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Et la technicité doit pouvoir amener le chef de l'État qui a une vision économique à transformer sa vision en des réalités par rapport à des facilités. Si ce n'est pas possible, parce qu'ici, on dit objectif 1000 milliards, je dis quelque chose comme ça. Et il faut trouver ces 1000 milliards, même en coupant les têtes des enfants, même en fermant les entreprises. C'est qu'on a échoué. Ça dit, vous voulez... Sans oublier le zèle aussi de certains agents. Et là, j'allais finir par là pour dire que, Jean-Paul, nous sommes dans un environnement où les fonctionnaires, je n'ai rien contre eux, mais ils sont dans une logique où il faut toujours pensionner. Lorsque on vous fait des redressements, on préfère même que vous leur donnez l'argent au lieu de payer. Parfois, ils vous le proposent même. Parler voilà. Et lorsque vous voulez être quelqu'un qui paie ses impôts de manière citoyenne honnête, on vous dit si c'est vous qui aimez le Cameroun plus que qui. Moi, je vous assure. Ils vous torturent. Je prends un exemple vécu. Vous allez payer les cotisations à la CNPS. Et la dame qui est mon interface me dit que mon cher, mais depuis 2 ans, on vous voit ici, là, vous venez tous les jours, vous payez, vous pensez que c'est ça que je mange. Je dis à la dame, vous mangez quoi? Que vous voulez que je fasse quoi? Elle dit vraiment, aujourd'hui, je ne vous sais pas la tête. J'ai dit, mais madame, il semble que vous ne savez pas de quoi vous parlez. J'ai fait c'est le chef de centre qui vient me dire, jeune homme, laissez votre maman. Et il s'est occupé de moi. Il m'a dit, vous savez, laissez votre maman, laissez-vous. Mais vous voyez un environnement dans lequel on se trouve, des gens sont là pour pensionner les gens. Dès que vous ne suivez pas leur ligne, qui est dans la corruption, ils vont vous faire un redressement fantaisiste et tout pour démontrer que vous n'êtes pas. C'est ce que nous vivons. Et il faut qu'on sorte de ce type de Camerounais qui, parce qu'ils ont la position, veulent démontrer que les autres ne font pas leur job. Et c'est vrai. Et la question qui revient, c'est que vous n'allez pas m'apprendre à faire mon travail. Okay. Voilà. Mais entre-temps, les entreprises ferment et les gens perdent de l'emploi. Et les gens qui voulaient mettre de l'argent au pays ne mettent pas. Et le cercle vicieux, on dit il n'y a pas de recettes, on dit qu'il n'y a pas ceci, il y a des chômeurs qui sont... Non, il faut qu'on comprenne que les impôts ne sont pas là pour asphyxier les opérateurs économiques. Et quand un président d'un groupement comme le JICAM pose une lettre, qu'elle soit politique, qu'elle soit technique, ça demande une concertation et pour pouvoir résoudre le problème. Si le président du JICAM le fait, ça veut dire que dans la concertation, il n'y a pas eu entente. Casimir Désiré Tagne, il y a quand même le ministre des Finances qui est le patron, le super patron de toute cette technique, cette structure administrative qui comprend les impôts et la douane. Plusieurs fois, il y a eu des concertations entre le ministre des Finances et le président du JICAM. On l'a même vu lors du Cameroun Business Forum. C'était la principale inquiétude, la principale préoccupation de Célestin Tawamba. Finalement, les hommes d'affaires ne sont pas écoutés ou quoi? Vous avez même touché le doigt sur l'abcès, le Cameroun Business Forum, qui est cette plateforme qui a été créée, qui a été mise en place entre le public et le privé, et qui fonctionne normalement depuis un certain nombre de temps, depuis quelques années. Posez-vous la question, à quoi servent les résolutions? Et c'est toujours les fonctionnaires qui ont la même mise. Posez-vous cette question-là. Et j'ai toujours assisté à un combat entre Célestin Tawamba et le public, où Célestin Tawamba, le président du JICAM, a toujours posé sur la table les désidérata des entreprises camerounaises. Mais immédiatement, au sorti du CBF, du Cameroun Business Forum, on met ça sous le tiroir. Qui a sa 10e édition. Pratiquement plus à rien. Donc, Idriss a sorti le mot juste. Il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or. Mais au Cameroun, on préfère tuer la poule aux œufs d'or. On préfère tuer la poule aux œufs d'or, quitte à ce que advienne que pourra, quel que soit ce qui va arriver, pourvu qu'on ait eu ce qu'on veut à l'immédiat. On ne projette jamais à l'avenir qu'est-ce qui va se passer. Le Cameroun est en train de parler d'une croissance à 2 chiffres pour tendre vers l'émergence 2035. Mais nous sommes encore loin de la moitié du chiffre de la croissance à 2 chiffres. Nous sommes encore à une croissance à 4%, alors qu'il faut au moins arriver à 10%. Je me demande bien comment est-ce qu'on va y arriver si on ne peut pas associer les entreprises, si on va tous les jours tuer cette poule aux œufs d'or que constitue l'initiative privée et les entreprises créées par les partenaires et les privés. Idriss, que peut-on entendre de cette lettre adressée au président de la République? Dans un pays normal, cela devrait être, c'est très grave si le patronat interpelle le chef de l'État qui est le premier citoyen.
Ça veut dire que dans un pays normal, il faut qu'on s'attende très rapidement à voir le chef d'État qui invite une concertation, qui doit accueillir le président du GICAM et dire au président du GICAM, en présence du ministre des Finances et du directeur général des impôts, quelle est la plateforme. Et je pense que le président du GICAM, même si il ne sollicite plus, il a proposé que pour lui, l'interlocuteur, comme le DGI n'est plus l'interlocuteur qu'il faut. Mais je pense que si on crée, si le chef de l'État pour une fois, bon Dieu, donne sa parole et appeler le président de GICAM avec le ministre des Finances pour cette séance de travail pour aplanir les vues et prendre des résolutions pour une fois. Parce que pour une fois aussi, le président de GICAM a écrit au chef de l'État. Il faut relever que c'est quelque chose d'historique. C'est quelque chose d'historique. Et dans tous les cas, le directeur des impôts qui se chargera simplement d'exécuter ce qui a été dit. Je vais vous surprendre, Jean-Paul. Vous avez posé la question à Idriss, à quoi faut-il s'attendre? Vous allez vous attendre à ce que dès demain matin, une clique de journaux, sûrement bien engraissés, commence à publier qui veut la tête du directeur général des impôts. Attendez-vous à cela. Pourquoi en veut-on à lui, à Modeste Fatoum? Qui veut la place de Modeste Fatoum? Voilà ce que les Camerounais vont faire. Et soyez-en sûrs, demain matin, vous allez voir cela. Le président Tawamba n'envisage pas de devenir directeur général des impôts. Il n'est pas fonctionnaire dans tous les cas. Alors, juste pour dire là que, en fait, dans un pays sérieux, on attend quand même que peut-être que le ministre des Finances fasse la conciliation, qui est l'interface. Il y a une crise et il faut aplanir la crise. Nous sommes encore en janvier et essayer de trouver des solutions. C'est vrai qu'il y a le CBF qui va venir en septembre, c'est vrai qu'il y a toutes ces plateformes. Ça risque d'être un mauvais clignotant. Voilà, je pense qu'il faut absolument que les parties prenantes s'asseyent une fois de plus parce que le GICAM dit non prise en compte des propositions qu'ils ont faites en 2018, il y a 2 ans. C'est ça que les questions sont. Il y a même eu la patience. Voilà, donc 2 ans après, et les choses ne font que s'aggraver. Et les patrons et les entreprises pleurent. Regardez ce qui se passe dans les entreprises. Les entreprises limoges, les entreprises diminuent le personnel, les avantages sont gelés avec tout ce que cela comporte. C'est la réalité. Et en ce temps, les gens sont à Yaoundé, ils sont des fonctionnaires, c'est la coule douce, ils portent les vestes, les costumes, les cravates. Et parce que sont les inspections des régies financières. Non, il faut qu'on arrête. Restons dans cet esprit, restons toujours au ministère des Finances. Le ministre Lupaul Motazé, qui a mené donc une opération qui a permis de détecter 7855 pensionnés du fichier solde actuel qui n'ont pas été retrouvés, mais cela continue de toucher des avantages ou alors des indemnités, des avantages indus. Casimir Désiré-Tagne, est-ce que cette attitude de fonctionnaire à soustraire ou alors à distraire subtilement l'argent public où le ministre des Finances indique par exemple que l'opération de comptage physique du personnel a permis de la période d'avril à juillet 2018 de faire des économies de 394 millions de francs CFA sur 2 mois, près de 4 milliards 700 millions en 1 an. Est-ce que tout ça ne traduit pas finalement cette voracité des fonctionnaires à vouloir prendre tout ce qui est argent? En réalité, il s'agit de 394 millions de francs CFA par mois. Depuis c'est pour ça que j'ai parlé de la période. Donc, l'équivalent d'environ 4 milliards de francs CFA par an. 4 milliards 700 millions. Je crois que c'est assez costaud, c'est assez énorme. Vous voyez bien, Jean-Paul, les habitudes ont la peau dure au Cameroun. On dit toujours au Cameroun, chasser le naturel, il revient toujours au galop. Alors qu'on n'a pas fini de parler du cas Emmanuel Lebou, ce directeur de la trésorerie qui croupit en ce moment au géol du côté de Kodengui. Rappelez-vous, un fonctionnaire qui finançait un club de football au Cameroun. Il fallait déjà se poser la question de savoir où est-ce que Emmanuel Lebou tient les finances aussi costaudes pour financer Unisport de Bafang. C'était déjà un point et nous étions en train, nous journalistes d'investigation, on était déjà en train de se demander comment est-ce qu'un fonctionnaire peut faire pour financer un club de football. Moi, j'ai été proche des clubs de football, je ne veux pas les citer ici. Je sais ce que c'est que le financement d'un club de football. Alors je dis, alors qu'on n'a pas fini de parler du cas Emmanuel Lebou, voici près de 8000 fonctionnaires qui sont encore épinglés pour des cas de détournement avérés sous le label sans compter les retraités décédés et autres qui continuent à émerger dans le fichier solde de l'État avec la complicité avec la complicité des fonctionnaires du ministère des Finances. Alors il faudrait que le ministre des Finances ne s'en tienne pas à cela. Il faudrait qu'il rende gorge
ces fonctionnaires qui facilitent cela en dehors des bénéficiaires. Il faudrait que tous les bénéficiaires et les fonctionnaires complices coupables de ces exercices-là, qui rendent gorge et qu'on les place également à côté de Emmanuel Lebou, qu'ils n'ont qu'à aller le rejoindre parce qu'ils auraient cherché. Et c'est ça le Cameroun. On a beau parler de détournement de fonds, on a beau parler de détournement de deniers publics, ça revient tous les jours avec des nouvelles facettes. Aujourd'hui, on a trouvé une autre dénomination pour pensionner l'argent de l'État, les restes des sommes dues, qui se donnent en termes de cumul et autres, et en chiffres de millions. Donc il faudrait que ces gens-là qui rendent gorge. Idriss Lissom, le journal Le Soir qui parle encore de l'opération Épervier avec la liste de 68 fonctionnaires fraudeurs. Ils font des rappels sur solde aux pensions alors qu'ils ne méritent pas cela. Est-ce que finalement le mal n'est pas si profond? Et on a l'impression que finalement les entreprises travaillent et l'administration fiscale récupère cet argent qui malheureusement une fois versé au trésor ou alors une fois au trésor et les fonctionnaires se le partagent tranquillement. Mais Jean-Paul Chouniat, au Cameroun aujourd'hui, si vous voulez être riche, devenez fonctionnaire. Et pas petit fonctionnaire, devenez haut fonctionnaire. Vous comprenez pourquoi les gens bagarrent? Pour rentrer à l'ENAM. Les gens font, non seulement pour entrer à l'ENAM. Pour être nommé aussi. Pour être nommé, pour être directeur de ceci, chef de projet X, inspecteur général de cela, enfin le haut fonctionnaire. C'est pour ça que les gens font avant chez les Alamebou, chez les marabouts, les gens payant parfois même plus de 10 millions. On a vu aussi le cas avec les proviseurs des lycées. Jean-Paul, c'est pour cela qu'aujourd'hui, voilà un pays formidable où pour être riche, il faut être fonctionnaire. Ce qui n'est jamais vu, ce qui ne s'est jamais vu nulle part. Dans tous les pays du monde, pour être riche, il faut faire les affaires. Faire les business. Les gens qui veulent être riches démissionnent de la fonction publique pour aller faire du business. Parce que le pays crée un cadre de facilitation pour que les gens investissent et ils gagnent. Un investisseur, quand vous mettez vos 1 million, vous devez en gagner. Si vous mettez 1 million pour en perdre, vous ne mettrez plus. Ça ne vous motive pas à mettre de l'argent. Et regardez ce qui se passe. C'est des fonctionnaires. Donc, comme vous voyez, c'est fonctionnaires fictifs. Je dis que même si c'est un qu'on attrape aujourd'hui, c'est une bonne chose. Parce qu'ils sont des milliers. Ne voyez pas, on dit 5855 pensionnés en voie de suspension. Jean-Paul Chouniat, tel que je connais mon Cameroun, si on dit qu'il y a 7855 pensionnés en voie de suspension, c'est qu'il y en a 15 000. Donc là, maintenant, c'est 7855 qu'on va suspendre, mais il y en a encore. Mais on nous a même annoncé qu'il y a déjà au moins 10 000 fonctionnaires qui ont été débusqués. Idriss, je vous, pour apporter de l'eau à votre moulin, le journal Repère indique que sur près de 311 000 agents publics ciblés, 285 000 actifs avaient été recensés avec succès. Le reste, véritablement, dans un flou total. Mais c'est de ça qu'il est question. Je vous dis que on ne peut pas atteindre l'émergence en 2035 avec des gens qui ont mis des stratégies qu'il faut piller le pays. Qu'il faut piller le pays, quel que soit là où il se trouve. Et la chaîne, elle est en cascade, cette pyramide. C'est-à-dire à tous les niveaux, tous ceux qui ont une fonction, chef d'établissement, il faut piller. Le ministre de l'enseignement secondaire qui avait d'ailleurs... directeur d'administration, il faut piller. Ministre, il faut piller. Et maintenant, entre-temps, le patronat qui met l'argent pleure. Le patronat dit vraiment, nous on souffre, on met l'argent, vous nous coupez tout, on n'a même plus, parce que nous on a mis pour qu'on gagne même un peu à la fin de l'année. Mais quand on regarde, on perd de l'argent, on va continuer comme ça. Le fonctionnaire est là tout souriant, regarde et dit vraiment, il n'a que... Il change de voiture. Non, il faut que nous sortions de ce type de... Parce que vraiment, je vous dis, le problème, nous ne nous en sortirons pas. Si nous ne comprenons pas que c'est nous-mêmes qui devons changer. Parce que les gens pensent que le changement ou bien la richesse va venir. Non, c'est nous. Ayons les attitudes des gens qui ne vivent pas sur le dos des autres. Que je n'ai rien contre les fonctionnaires. Travailler à la sueur de son front. Il y en a des fonctionnaires qui travaillent à la sueur de leur front. Il y en a des fonctionnaires qui font leur carrière 30, 35, 40 ans, franchement. Ils vivent des avantages qui leur sont dus avec tout ce que cela comporte. Mais il y en a. Sortis de 5 ans après, 3 ans après, ils sont devenus... C'est-à-dire que des richissimes. Non, il faut que cela s'arrête. On les connaît. Tant que cela se fait, il y aura toujours des pensionnaires fictifs, il y aura toujours des fonctionnaires fictifs. On connaît les fonctionnaires qui s'enrichissent sur le dos du pauvre citoyen. Casimir Désiré. Ce sont les fonctionnaires des impôts, les douaniers, les magistrats. Et j'ai dit, vous l'avez même dit tout à l'heure, Jean-Paul Idriss, qu'il n'y a qu'au Cameroun où les fonctionnaires sont les plus riches. C'est des choses qui ne se passent qu'au Cameroun. Et j'ai dit, je vais un peu aller plus loin pour dire qu'au Cameroun, derrière chaque grande richesse se cache un crime.
ça peut être un détournement de fonds publics, ça peut être quand ça se fait, souvent des marchés fictifs, souvent avec la complicité de certains hommes d'affaires. Donc, dans tous les cas, derrière chaque grande richesse du Cameroun se cache un crime. Un crime parfois aussi qui est entretenu par certains fonctionnaires. Absolument. Alors, Casimir Désiré Tagne, que peut-on faire pour en sortir de tout ça, sur tous les pans de l'administration qui devaient concourir à la bonne marche de l'économie, semblent plutôt ramer à contre-courant pour la bonne marche de cette économie? Que faut-il faire dans l'ensemble pour que le Cameroun marche? Parce que vous parlez là du secteur de l'économie, et aller dans le secteur de la santé, aller dans le secteur de l'éducation, aller dans tous les secteurs, aller dans le secteur de la justice, aller dans n'importe quel secteur. Vous voyez que le Cameroun est en train de ramer très bas. Ça ne va pas au Cameroun. Le Cameroun vit une crise multidimensionnelle et à tous les niveaux. Que faut-il faire pour sortir de là? Je l'ai dit la semaine passée, il faut revenir à la morale. Il faut prôner l'orthodoxie de la chose publique. Il faut prôner la bonne gouvernance. Il faut revenir à la base de l'éducation, de l'instruction civique. Il faut expliquer aux enfants ce que c'est que le bien public, les deniers publics. Et ça doit commencer à l'école publique, à l'école primaire. On ne doit pas arriver au sommet avant de savoir qu'il faut préserver la chose publique. On appelle res publica, la chose publique. Peut-être que là, l'initiative d'Idriss Ilssom, la chambre publique, doit devenir une chambre publique nationale. Nationale peut-être. Oui, peut-être. Oui, j'apprends de bonnes choses de ce côté-là. Lorsque vous avez un papa qui est détourneur de fonds publics, vous pensez que son enfant sera comment? Puisque son enfant voit, son enfant sera comment? Va ressembler à qui? Il a quel modèle? Non, attendez, je vous dis. Parfois, lorsque vous avez un papa qui mange sans salaire fictif et il se permet, déjà il ne sait pas quelle est la valeur de l'argent parce qu'il galvaude, il est prêt à acheter la place pour son enfant, il est prêt à envoyer ses enfants en congé, je ne sais pas où. Quand l'enfant est têtu, on le punit en envoyant. Il est prêt même à descendre à l'établissement, dire au proviseur ou bien à qui vous enseignant que vous vous amusez, parce qu'il est arrogant. Et cette arrogance fait que nous avons aujourd'hui une génération qui subit, qui n'a plus de vrai modèle. Donc quand vous dites que comment faire pour sortir de là, que nous changeons le jour où on va revenir à la méritocratie, à partir de la maison, dans ce que nous faisons, dans les entreprises, dans l'administration, et que sont des places, les gens doivent être là où ils méritent, et que les gens vont respecter la chose publique, et qu'on va sanctionner. Où mettras-tu l'équilibre régional, Idriss? Mais il y a eu l'équilibre régional dans ces pays, les gens avançaient. Nous connaissons l'équilibre régional. Le favoritisme, je vois, le favoritisme, pas l'équilibre régional. Des gens qui sont médiocres et qui tiennent ceux qui peuvent savoir quelque chose parce qu'ils ont le cordon de la bourse. Il faut que c'est là. Là, on avancera. Nous connaissons des papas qui, pour punir l'enfant, parce que l'enfant a fait une bêtise, il dit: je t'envoie en Italie demain. Ça, c'est sa punition. Donc voilà le genre de société que nous sommes en train de fabriquer. Casimir Désiré Tagne, pour rester peut-être sur ce côté moral, vous imaginez ses parents devant l'enfant, reçoit un coup de fil et dit que non, il n'est pas à Douala, il est à Yaoundé. Et l'enfant, tout étonné, lui demande: mais papa, tu es bien à Douala, pourquoi tu mens? Voilà, c'est récurrent. Dans tous les cas, cher monsieur, je crois que il y a un dernier sujet pour sortir. Évidemment, une psychose qui s'est installée dans les écoles après ce qui s'est passé au lycée de Nkolbison. On voit régulièrement des photos sur Facebook et le quotidien La Nouvelle Expression qui a d'ailleurs fait tout un dossier là-dessus. Sur les nouvelles mesures dans les établissements scolaires, vous voyez des photos sur Facebook où les enseignants, des présumés enseignants, des prétendus enseignants au tableau avec une machette, soit à laine, ainsi de suite. Est-ce que finalement, depuis ce qui s'est passé en Nkolbison, Idriss, l'enseignant a finalement peur de perdre sa vie? Est-ce que c'est de nature à créer un climat de confiance entre l'élève et l'enseignant dorénavant? Oui, mais Jean-Paul, vous savez, nous sommes un pays formidable. Nous sommes un pays où lorsqu'il y a un fait, ça va dans tous les sens, tout le pays se met en ébullition et une semaine, deux semaines après, on oublie, on attend le prochain fait. Non, il faut prendre des mesures. Donc, il est question qu'on voit la ministre des enseignements secondaires a pondu un communiqué à l'époque. Là, on a appelé ça proactivité. Mais après, what next? Alors, je suis sûr qu'il y a des réunions qui se passent. Il faut qu'on ressente des mesures doivent être prises, des mesures véritablement drastiques pour sauver l'école. Parce que ce n'est pas une question seulement de sauver les enseignants, ce n'est pas une question, mais c'est, imaginez-vous
que dans une classe de 100 élèves, il peut arriver qu'il y ait peut-être 10 voyous et les 10 voyous peuvent entraîner les 90 autres. Aussi facilement que cela soit. C'est-à-dire que la mauvaise graine peut tuer la bonne graine. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'on attend, c'est maintenant que les esprits se calment qu'il faut rapidement prendre des mesures et prise de parole. C'est la même chose, c'est-à-dire que nous sommes toujours dans un cas de déficit de communication et il faut une stratégie de communication pour le changement de comportement. Un, des élèves, deux, même des enseignants dans l'approche pédagogique. Peut-être que cela doit pousser même ceux qui font les curricula au niveau de l'école normale dans la formation des enseignants pour leur introduire de nouveaux modules pour leur permettre d'encadrer cette jeunesse aujourd'hui qui est toute bouillonnante, qui est toute une jeunesse androïde, presque égarée. Tout ce que c'est là. Casimir Désiré Tagnan, pour sortir, il y a eu cette une du journal satirique Le Popoli, où on voit autrefois, c'est l'enseignant qui suivait l'élève avec un fouet, mais on voit plutôt une autre image. L'image d'aujourd'hui, c'est l'enseignant qui suit, l'élève qui suit l'enseignant avec un pistolet et une flèche. Que vous inspire cette caricature du journal Le Popoli par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui dans les établissements? C'est le monde à l'envers. Les choses se sont inversées. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous vous rendez compte, après le lycée de Colbison, il y a eu le lycée de Bola où un élève a tranché pratiquement le doigt de son camarade. Et les infirmières ont filmé, ils ont mis sur Facebook. D'Aqua Nord, où on a retiré une longue épée dans le sac d'un élève. Il y a eu tous ces cas-là pour prouver que ça ne va, l'affaire n'est que grandissante. Du jour au lendemain, on arrive à trouver qu'est-ce qu'il faut faire. Et j'insiste que la solution est là. La morale ayant foutu le camp, il faut revenir aux principes fondamentaux de l'école, de l'instruction civique et de la morale à l'école. Merci Casimir Désiré Tagnan, merci à Idriss Lissom. La pensée du jour, au lieu d'instruire un imbécile, autant soigner un mort. Au lieu d'instruire un imbécile, autant soigner un mort. C'est un proverbe russe. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Rendez-vous demain pour une autre édition. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 de Zénith qui démarre dans quelques instants.